Ok. Bonjour, bienvenue à cette présentation où je vais vous parler de TypeScript, donc qui est du JavaScript qui est statiquement typé, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir des bases de JavaScript. Je ne refais pas une introduction au langage. Donc, commençons par qui suis-je. Je m'appelle Benoît Lemoine. Je suis pour l'instant développeur full stack chez Xebia. Vous pouvez éventuellement me suivre sur Twitter avec le nom qui s'affiche. Et ce qui est très important, j'ai fait plus de 2000 mètres sur les pattes avant à Goat Simulator. Voilà. Bon, passons un peu au cœur du sujet. Donc, la question à pourquoi quelqu'un se fatigue à créer un langage comme TypeScript, c'est je fais du JavaScript, mon client, alors c'est bleu, donc je vais une seconde faire un petit réglage. Voilà, ça marchera mieux. Donc, mon client me demande de faire un canard. C'est quoi un canard? Bon, c'est une bestiole avec un bec qui nage dans l'eau et qui pond des œufs. Je fais du JavaScript et j'arrive à ça, qui est une bestiole avec un bec qui pond des œufs et qui nage dans l'eau. C'est le gros problème de JavaScript. En fait, on ne sait jamais trop ce qu'on manipule. Donc, c'est souvent assez difficile de refactorer et de tout simplement reprendre le code de quelqu'un d'autre puisqu'on n'est pas dans sa tête. Donc, pour ça arrive TypeScript, qui est un langage qui a été fait par Microsoft. Mais, c'est le nouveau Microsoft. C'est-à-dire le Microsoft qui fait de l'open source, du vrai open source, pas comme Google où c'est de l'open source mais on n'a pas le droit de commiter. Donc, le projet est sur GitHub. Les pull requests sont acceptés et c'est disponible en licence Apache 2. Vous pouvez aller le consulter, il y a plein de choses intéressantes sur son avenir. On en parlera un peu après. Les particularités de TypeScript. C'est un super ensemble d'ECMAScript 5, c'est-à-dire le JavaScript qui est utilisé dans la grande majorité des navigateurs modernes. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre fichier JavaScript, mettre .ts comme extension au lieu de .js, et vous avez du TypeScript. En plus de ça, vous pouvez avoir du typage statique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de compilation qui va vous déterminer si votre programme est bien typé ou pas. Donc vous pouvez préciser les types de ce que vous manipulez. Et enfin, TypeScript ajoute des fonctionnalités d'ECMAScript 6 ou ECMA 2015 pour les gens qui veulent le nouveau nom, qui sont les fonctionnalités qui arriveront dans les navigateurs probablement l'année prochaine ou l'année suivante pour un certain nombre d'entre elles. Donc tout n'est pas supporté, mais une grosse partie d'ECMA 6 est supportée. On va démarrer directement par le vif du sujet. Donc à quoi ça ressemble un fichier TypeScript? Comme je le disais, ça ressemble énormément à du JavaScript. La différence, par exemple, ici, on se contente de dire que, par exemple, la première variable, name, est une chaîne de caractères, ou en dessous, que c'est un nombre. Donc, on peut le préciser, mais TypeScript, c'est un minimum moderne, donc on n'est pas obligé de le préciser. Mon ismamal, ici, est un booléen. Même si je ne l'ai pas explicité, il voit que c'est false, donc c'est suffisant pour savoir que je ne peux pas affecter autre chose qu'un booléen dans cette variable. Ça permet aussi d'avoir des types génériques, donc comme on peut en trouver en Java. Donc par exemple, si vous avez un tableau, vous pouvez avoir un tableau de chaîne de caractères ou un tableau de nombres. On notera que l'API de base d'ECMA 5 est aussi typée fortement. Donc ici, mon map qui transforme bien une chaîne de caractères en nombres me renvoie bien un tableau de nombres. Pour les tableaux, c'est un intérêt. Là, il y a pas de je vous le montre pas parce que ça aurait été trop long, mais c'est un intérêt d'autant plus fort sur les promesses quand vous voulez les chaîner, qui sont un type générique. Rentrons dans ce que TypeScript apporte en plus et qui est en partie, qui provient en partie d'ECMAScript 6, les classes. Donc là, si vous venez du monde Java, ce qui est a priori le cas, vous reconnaissez des choses que vous connaissez, mais avec du sucre syntaxique en plus. Donc, par exemple, on voit ici que le paramètre qui est passé à mon constructeur, il y a public devant. En fait, ça me permet de déclarer automatiquement que name est un attribut de la classe. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de mettre dans le constructeur this.name égale name. Ça, c'est du spécifique TypeScript, ça n'existe pas en ECMA 6. De la même façon, en TypeScript, on pourra déclarer des attributs statiques qui n'existent pas en ECMA 6, mais qui existeront peut-être éventuellement en ECMA 7 quand ça arrivera. Bon, après, le modèle, c'est le même modèle que Java, donc c'est de l'extension simple, il n'y a pas d'héritage multiple, et on instancie avec new. Ce qui est compilé derrière, en réalité, c'est des fonctions. C'est relativement classique pour les gens qui font du JavaScript.
Par contre, JavaScript, c'est un langage qui est très dynamique, c'est un peu son gros avantage, et donc en typant tout statiquement, on aurait perdu énormément de choses. Ici, TypeScript apporte ce qu'on appelle du typage graduel, c'est-à-dire qu'il y a un type joker qui s'appelle any, qui permet de mettre n'importe quoi dedans. Donc ici, on voit qu'on peut mettre mon ornithorynque dans un truc qui est any. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on peut mettre any dans n'importe quoi. En gros, any, ça revient à dire au compilateur je sais ce que je fais, ne t'en occupe pas, c'est mon problème. Ça n'est donc pas un super type et ça n'est pas un bottom type, ça n'est pas l'équivalent d'object. TypeScript propose aussi des interfaces. Donc là, on est pareil, même chose que Java. Une interface, ça définit un contrat qu'une classe va devoir respecter. Donc par exemple, ici, je dis mon objet implémentant Quaker doit implémenter non, qui est une string, et quack, qui est une fonction qui renverra une string. Et ça s'utilise avec le mot-clé implements. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au runtime, les interfaces disparaissent complètement. Si vous essayez de faire un instance of Quaker, vous ne l'aurez pas, ça renverra false. Donc c'est juste une information qui vous aide à la compilation et qui va vous aider par exemple quand, alors on le verra après, mais quand vous savez pas trop ce que vous manipulez, vous savez juste que vous avez 2-3 attributs dedans. Vous ne connaissez pas les autres. Pourquoi? Parce que TypeScript implémente ce qu'on appelle le typage structurel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'explicitement implémenter une interface pour l'implémenter, ni même une classe. Du moment que les attributs correspondent, donc par exemple ici, mon objet est déclaré à l'arrache avec un nom et une méthode qui correspondent à l'interface, automatiquement implémente cette interface. Il n'y a rien de plus à déclarer. Et quand vous faites du JSON, qui est par exemple des appels Ajax, vous pouvez simplement déclarer que votre retour implémente une interface comme ça magiquement et ça marchera. Il y a quelques petites fonctionnalités en plus qui arrivent, comme le union type. Donc ici, j'ai deux animaux qui étendent donc la classe animale. Donc intuitivement, si je fais un tableau de ces deux animaux différents, j'aurai un tableau d'animaux. Mais en fait, TypeScript permet d'être plus précis et dire que j'ai un tableau ou de canard ou d'ornithorynque. Ça peut avoir des avantages sur certaines méthodes qui seraient communes à ces deux types, mais pas dans animal, que vous pourriez appeler. Toujours pour la même raison, c'est parce qu'on fait du typage structurel et que du moment que la méthode existe, il sera capable d'appeler cette méthode. Donc, il y a aussi tout un ensemble de polyfills qui proviennent d'ECMAScript 6. Alors, malheureusement, le format passe assez mal, mais bon, on va faire avec ce qu'il y a. Donc, à droite, je vous ai mis le JavaScript qui est généré. Donc, ce qui se passe, vous pouvez utiliser le mot-clé let et const qui vous permettent de... Alors, let permet de scoper à la fonction, contrairement à var. Non, var scope à la fonction, et let vous permet de scoper au bloc. Donc, si vous déclarez let dans un if, par exemple, vous ne verrez pas la variable à l'extérieur de votre if. Vous pouvez utiliser const, qui est la même chose, mais qui en plus rend la variable immutable, donc vous ne pouvez plus la modifier. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut. Donc, par exemple, ici, j'ai dit que si je ne passais pas de names, alors c'était automatiquement un tableau vide. On voit aussi qu'on a la notation des fonctions avec une flèche qui arrive en ECMA 6 et qui, en plus de simplement raccourcir le mot-clé fonction, permet de s'assurer que le contexte this est toujours le bon. Donc, avec cette flèche, en fait, automatiquement, de l'autre côté, ici, c'est pas utilisé, donc on ne le voit pas, mais sera un var self égale this et le self sera utilisé à l'intérieur. Enfin, on a les templates string, ou en tout cas une partie des templates string d'ECMA 6 qui permettent donc d'utiliser des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères ou des retours à la ligne, qui sont déclarés avec des backquotes. Donc tout ça, c'est de l'ECMA 6 et vous pouvez par exemple les retrouver dans Babel.js si vous n'aimez pas les types et que vous voulez quand même avoir ces fonctionnalités. Au-delà de ça, TypeScript arrive avec un système de modules. Alors un de plus, puisque ce n'est pas le système de modules d'ECMA 6. Par contre, ils n'étaient pas encore stabilisés quand ils ont créé leur système de modules, donc ils ont fait le leur. Il y a deux systèmes de modules différents. Le premier, c'est les modules internes. Donc le module interne, en fait, est assez bête et méchant. Donc pour déclarer un module, on déclare module, le nom du module, et puis on code à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur ne sera pas visible de l'extérieur. Pour voir quelque chose de l'extérieur du module, il faut l'exporter explicitement. Donc par exemple, ici, j'ai exporté ma classe doc. Pour faire référence à un module de l'extérieur, il faut utiliser ce commentaire à 3/ marqué référence passe égale quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on appelle du module interne, c'est parce que en fait c'est complètement artificiel, ça sera utilisé par le compilateur et tout sera réuni en un seul fichier derrière.
Contrairement au système de modules externes, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut connaître dans, par exemple, Node.js ou Browserify éventuellement, où on utilise du require. Donc, simplement, on préfixe par le mot-clé import, et pour exporter, on exporte avec le mot-clé export. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant cette syntaxe-là dans TypeScript, derrière, on peut sortir le fichier ou en AMD, donc utilisable avec require.js, c'est le premier bloc en haut à droite, ou en CommonJS, donc la syntaxe utilisée par Node.js. C'est la syntaxe en bas, et éventuellement, ça permet aussi de faire du Browserify avec ce mode-là. Et c'est juste une option à passer au compilateur. Bon, par contre, JavaScript, c'est aussi un monde de librairies externes à utiliser. Et ces librairies, elles n'ont pas de type par défaut. TypeScript ne va pas prévoir tous les types de toutes les librairies JavaScript. Donc pour ça, il y a la possibilité d'utiliser des déclarations d'ambiance. Le principe, c'est de dire, je peux utiliser Lodash, par exemple, ici. Utilisez Lodash, n'utilisez pas underscore, au passage. Je fais un peu de pub. Lodash qui me permet de filtrer ma liste. Le problème de ça, c'est qu'en gros, ça revient à dire underscore, je sais ce que c'est, je sais ce que je fais, et donc compilateur, toi, ne t'en occupe pas. Je te dis juste que la variable existe et que je ferai ce que je veux avec. Donc ici, je vais avoir filtré un tableau. Je sais que derrière, ça va me retourner un tableau de nombres. Le problème, c'est que TypeScript ne peut pas le savoir. Donc si je type ce résultat, il ne voudra pas compiler. Il y a moyen d'avoir beaucoup mieux. C'est en utilisant ce site, Definitely Typed, qui en fait recense la très très grande majorité des librairies front. Je reviendrai après sur l'aspect back, qui sont utilisées en JavaScript. Donc vous trouverez Angular, jQuery, Lodash, Moment, enfin tous les grands classiques, plus des trucs un peu plus obscurs. Donc ce que ça permet, c'est d'avoir des fichiers de définition, un peu comme l'équivalent des fichiers header en C, qui dit l'ensemble des fonctions et l'ensemble des types associés. Donc là, c'est le même exemple avec Lodash. Et simplement en déclarant avec mon commentaire à triple slash un peu moche que je veux utiliser Lodash, underscore est défini et m'envoie un bon système de type. Donc c'est-à-dire qu'en haut, par exemple, je vais bien avoir un array number et en bas, comme j'ai passé une fonction qui attend une string alors que j'ai des nombres dans mon filter, ça ne fonctionnera pas. Ça ne compilera pas. Puisque nous avons plein de fichiers disponibles, nous avons effectivement en nouveau, en plus, gestionnaire de dépendance pour ces fichiers de définition. Le gros problème de cet outil, qui est TSD, c'est qu'il n'y a pas de gestion de version. Pour vous expliquer, par exemple, si vous utilisez Angular, on va dire, Angular 1.2, vous utilisez le fichier de définition d'Angular 1.2. Angular 1.3 sort, vous l'importez. Le fichier de définition n'est pas à jour. Vous ne pouvez plus utiliser le fichier de définition d'Angular 1.2 avec Angular 1.3. Et quand le fichier d'Angular 1.3 sort, vous êtes peut-être repassé en 1.2, donc c'est à nouveau pas compatible. Et vous ne pouvez pas préciser à TSD le numéro de version, pour l'instant. C'est quelque chose qui arrive et qui sera codé assez salement avec un système de commentaires. Mon expérience personnelle, c'est que je n'ai pas utilisé cet outil-là, parce que ça faisait un gestionnaire de version en plus sur un projet qui comptait déjà NPM et Bower, et ça faisait beaucoup, et que copier 4 ou 5 fichiers de définition, finalement, ça faisait largement l'affaire pour nos besoins. Et ça permettait éventuellement de les éditer à la main quand on montait de version et que le répertoire n'était pas à jour. Pour Angular, c'est rarement un problème, hein, vu que c'est mis à jour très rapidement. Puisqu'on parle d'Angular, belle transition, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que ça donne du Angular avec du TypeScript. Donc c'est un exemple tout bête d'un contrôleur et ce contrôleur permet d'afficher une valeur dans le template. Donc ça c'est du Angular en JavaScript. Donc on stocke la valeur dans le scope et on stocke éventuellement une fonction dans le scope. Ce qui veut dire qu'on modifie un objet qu'on ne sait pas trop d'où il vient, on rajoute des choses dedans et on espère en dessous que ça va fonctionner. En TypeScript, voilà. En TypeScript, en fait, le contrôleur devient une classe. Donc déjà, ça, c'est un intérêt, puisque ça veut dire qu'au niveau des tests unitaires, vous pouvez la tester indépendamment d'Angular. Donc déjà, là, c'est un grand gain si vous avez déjà un peu joué avec les tests Angular. Le deuxième point, c'est que comme c'est une classe, ça a des attributs, on peut les typer. Votre nombre est un nombre et ne sera pas autre chose. Et là, mon service me renvoie un nombre dans ma value et je suis sûr que si un jour je change le type de retour, mon contrôleur compilera plus. Donc j'aurai l'information tout de suite.
Au niveau de l'injection, on peut le faire comme ça, donc avec une variable statique $inject. C'est relativement élégant, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des extensions Node qui vous permettent carrément de vous en passer et de juste s'appuyer sur le nom dans le constructeur. De la même façon, au lieu de mettre des fonctions dans le scope, vous utilisez directement des méthodes qui s'appuient sur this. Au niveau du template, ce que ça change, c'est qu'on peut utiliser, plus facilement la syntaxe contrôleur as, qui est de toute façon la syntaxe qui commence à être vivement encouragée par les équipes Angular. En tout cas, en attendant Angular 2. Pareil, Angular 2, on va en parler un tout petit peu après. Pourquoi c'est un avantage alors qu'avant on écrivait juste myValue et maintenant on est obligé d'écrire myController égale .myValue? C'est parce que vous n'avez plus de problème d'héritage de prototype dans votre scope. Ici, comme vous appelez directement une variable qui s'appelle myController qui a été définie au-dessus, vous ne pouvez pas la surcharger en dessous à moins de le faire exprès. Alors qu'avant, ça pouvait facilement arriver et la plupart du temps, la plupart des gens qui ont fait du Angular ont eu pas mal de problèmes avec ça. Bon, donc vous présentez un peu ce qu'étaient les avantages de TypeScript, où déjà on pourra constater que c'est pas si compliqué que ça et que finalement ça revient principalement à rajouter des types sur son JavaScript. Pour l'utiliser, c'est du grand classique. Vous pouvez utiliser grunt ou gulp, ou éventuellement même l'outil en ligne de commande si vous êtes contre ces outils, vous voulez faire directement dans NPM. Ça se fait assez bien. Pour les frameworks plus haut niveau qui existent dans le monde Java, il existe des plugins pour Play, pour Vro4j. Pour Grails, le plugin n'existe pas, mais pour information, j'ai pu l'écrire en 2 heures. Donc c'est vraiment très simple à écrire en cas de besoin. Et effectivement, si vraiment vous voulez pas de tout ça, vous pouvez utiliser le compilateur à la main. Pareil pour les tests unitaires, si vous utilisez Karma, il y a un plugin qui existe. Par contre, le plugin a un petit problème, on va voir après, mais c'est qu'il compile les fichiers un par un, ce qui fait qu'il est très très lent. Donc, pour le coup, je vous déconseille d'utiliser, faire vos tests unitaires en TypeScript. Bon, là, on a vu ce qui existait déjà. Mais suite à la précédente ngconf, donc c'est la conférence Angular qui a eu lieu il y a 1 mois et demi, 2 mois à peu près, les équipes d'Angular ont annoncé qu'Angular 2 serait écrit en TypeScript. Ça impacte beaucoup le langage puisqu'il y a des modifications qui vont être faites spécialement pour eux. Donc, entre autres, il y a celle-là. Alors, il faut prendre les numéros de version avec des pincettes, des grosses pincettes, puisque ça a beaucoup changé en 1 mois. C'est des slides que j'étais obligé de changer 2 fois les 2 semaines précédentes, donc ça bouge tout le temps. Bref, qu'est-ce que le RTTI? Le principe, va être de pouvoir faire de l'introspection et que les types que vous avez déclarés dans votre fichier TypeScript soient conservés au runtime. Pourquoi c'est un intérêt? Tout simplement parce que, comme je vous le disais avant, les interfaces disparaissaient, vous ne pouviez pas faire d'instance off. Bon, ça c'est pas forcément le mieux, mais surtout il n'y avait pas de vérification, ce qui fait que vos erreurs de type au runtime n'étaient pas forcément très parlantes. Aujourd'hui, elles seront beaucoup plus parlantes. L'exemple qu'on a là, donc j'ai stocké un nombre dans un any, donc any je peux le passer n'importe où. Avant, en 1.4, dans TypeScript, serait craché sur un carat is not a function. C'est pas forcément très clair. Avec le RTTI, comme j'ai une vérification du type via rtts machin .type au-dessus, ça va me cracher en disant attention, Word est un nombre et n'est pas une string. L'erreur est beaucoup plus parlante et donc plus facile à corriger. Note quand même, c'est forcément ultra consommateur en ressources de vérifier tous vos types dès que vous faites quelque chose. Pour contrebalancer ça, cette option sera probablement désactivable et d'ailleurs ce qu'avait prévu Google au départ, c'est de ne pas fournir de base un moteur de vérification de type, mais qu'il soit facilement branchable par des tiers. Donc c'est-à-dire d'en avoir un qui fait rien pour la performance et d'en avoir des qui vont aller très loin dans l'introspection de type. Donc toujours pareil, faut prendre des grosses pincettes. La syntaxe que j'ai utilisée à droite, c'est une syntaxe temporaire qui peut beaucoup changer, le fichier compilé à droite, ça peut beaucoup changer entre-temps. Ensuite, ça par contre, ça va arriver et ça existe déjà dans Babel.js et ça existera probablement dans ECMA7 vu que la proposition a été faite la semaine dernière, je crois. Bref, c'est du tout chaud. Qu'est-ce que c'est? Vous étiez content, vous n'aviez pas d'annotation en JavaScript? Dommage, vous allez en avoir. Donc le principe des décorateurs, c'est ni plus ni moins que des annotations, mais c'est des annotations améliorées. C'est-à-dire que c'est déjà des annotations composables. En fait, le principe de l'annotation, ça va simplement être de wrapper ce qui est annoté dans une fonction.
Donc on le voit en dessous, j'ai simplement déclaré une fonction qui prend une target, donc ça peut être n'importe quoi ici, et le fait de mettre @annotation sur myClass, ça va créer un attribut qui fait que qui vaut annotated et qui vaut true. On pourra évidemment aller beaucoup plus loin, mais le fait que ça soit des fonctions, en fait on pourra très facilement créer une annotation qui est la composition de 3 autres annotations. Pour le commun des mortels, ça servira à rien. Pour Angular 2, ils ont fait le choix de mettre des annotations partout. Donc vous aurez des add-components et autre chose de ce type-là, add-service par exemple, pour déclarer ce que vous avez besoin. Bon, ça c'était pour la partie qui provient directement de l'ancien ATScript. Donc ATScript n'existera plus, hein, pour information. Par ailleurs, TypeScript 5, donc ça c'est pareil, c'est du sûr, va implémenter de nouvelles fonctionnalités qui proviennent d'ECMAScript 6. Donc il y a le Destructuring Assignment. Ça consiste à affecter plusieurs variables d'un coup quand on provient ou d'un objet ou d'un tableau. Donc là par exemple, j'ai pris comme exemple un tableau de 3 éléments et j'affecte directement les 3 variables M, D et Y d'un seul coup. Ça pourrait être éventuellement utilisé dans les paramètres de fonction, ce qui peut simplifier. Par exemple, quand vous passez des objets de configuration, vous aurez directement les variables qui correspondent. Il y a aussi le for off. Qu'est-ce que change le for off comparé au for in précédent? C'est qu'au lieu de parcourir les clés, vous allez parcourir les valeurs. Bon, ça change pas grand-chose dit comme ça, mais il y a 2-3 petites subtilités en plus sur ce que vous parcourez en fonction si l'attribut appartient au prototype ou pas de l'objet. Ensuite, il va y avoir les générateurs function. Donc là, vous voyez la petite étoile après le function et le yield, en fait, qui alors sera plein d'utilités, et en particulier de se débarrasser du système de callback et de promesses en faisant un simulacre de think await. On va passer rapidement sur le principe, mais en gros, c'est une fonction qu'on peut appeler plusieurs fois et qui renverra la valeur qui est derrière yield à chaque fois qu'on la rappelle. Donc en faisant un while true, par exemple, là, c'est une fonction, à chaque fois, ça va me renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et qui est évidemment lazy, paresseuse à la computation, enfin, au calcul. Et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, les modules qui étaient présentés par TypeScript ne sont pas compatibles avec ECMA6. Et donc, ils ont décidé pour la 1.5, sous la pression de Google, de passer avec un système de modules compatible avec ECMA6. Donc, ça change pas grand-chose par rapport aux modules externes. Il faut toujours faire des exports pour exporter les choses. Il y a des petites différences, c'est qu'on peut faire export default, qui permet, quand on importe, de pas forcément avoir à préciser ce qu'on importe, ça sera automatiquement ce qui est exporté par défaut. On peut importer plusieurs choses d'un coup, comme le add else subtract. On peut éventuellement faire un import étoile qui importera tout d'un seul coup. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont, de toute façon, arrivent en JavaScript et qui sont simplement des surcouches pour rester au maximum compatibles avec ECMA. Pour aller encore plus loin, mais là c'est très hypothétique, TypeScript 2 va arriver avec les templates string avancés. Ça ressemble un peu au macro en Scala, si ça peut parler aux gens. Le principe, c'est de pouvoir préfixer vos backticks avec une fonction qui permettra de faire un peu tout et n'importe quoi avec une chaîne de caractères, pour résumer. Écrire du XML à l'arrache avec des variables, des choses comme ça. Il y a aussi la véritable implémentation de think await d'ECMA7, qui est pareil, c'est une proposition qui a été faite, et comme ça a l'air de plaire, ça sera sans doute implémenté. C'est à prendre avec des pincettes, ça a beaucoup bougé. Le système de modules, normalement, était prévu pour TypeScript 2, il a été backporté en 1.5, par exemple. Bon, pour parler un peu des limites de TypeScript. Bon, si vous utilisez déjà plein d'autres précompilateurs, ça en fait un en plus, donc ça rajoute une étape. Et malheureusement, en plus, c'est une étape qui n'est pas rapide. En moyenne, ça s'est beaucoup amélioré, mais aujourd'hui, il fallait 1 seconde pour compiler un fichier TypeScript. Le problème du plugin Karma, comme je parlais, c'est qu'il compile les fichiers un par un. Multipliez vos nombres de fichiers de test par 1 seconde, ça prend vite énormément de temps. Il y a un contournement. En fait, il suffit de compiler tous les fichiers à la fois. Le problème, c'est que la plupart des plugins ne font pas ça. Donc, il y a un juste milieu à trouver et on peut s'en sortir. Sur le projet sur lequel j'étais avec le plugin Grails, je compilais tout en même temps et j'arrivais à 1 seconde et demie pour tout compiler, ce qui est acceptable. Les fichiers de définition, bon, comme je vous l'ai dit, c'est toujours fatigant de devoir aller les chercher et les versions sont pas gérées. Et ça, c'est pour le front. Si vous faites du Node.js en TypeScript, c'est encore pire, puisque là, les fichiers de définition, la plupart du temps, n'existent pas. Donc, il faut les écrire soi-même et ça commence à être très compliqué. Et pour ceux qui feraient du React, malheureusement, la syntaxe React est en conflit avec la syntaxe TypeScript au niveau de la définition des types. Donc, on ne peut pas utiliser TypeScript avec JSX.
Il y a un contournement avec Flow, qui est un analyseur de code fourni par Facebook, qui a une syntaxe très proche, mais qui a la joie d'être beaucoup plus lent que TypeScript, qui est déjà pas rapide. Là, moi, quand je l'avais essayé sur la même base de code de 5-6 fichiers, il fallait à peu près 20 secondes pour analyser. Parce que justement, il analyse tout en profondeur. Il n'y a plus de fichiers de définition. Il va analyser toutes vos librairies et tout ce qui passe. Et c'est à tel point que Flow est obligé de lancer un démon et se connecte au démon pour essayer d'être à peu près rapide. Accessoirement, c'est aussi programmé en Camel, donc ça veut dire que c'est natif et que c'est pas facilement installable. Donc ça n'a pas beaucoup d'avantages pour lui, mais ça va sans doute changer. Bon, on va s'approcher de la conclusion. Donc je suis passé quand même sur un projet TypeScript pendant 1 an. Donc j'en suis très content au passage, d'ailleurs c'est pour ça que je vous fais cette présentation. Les gros avantages qu'il y a eu, c'était la migration progressive. Donc c'est ce que je disais, vous remplacez le .js par .ts, vous avez un fichier TypeScript, et après vous n'avez plus qu'à modifier les choses au fur et à mesure. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Tout d'un coup, vous en avez marre de TypeScript, vous prenez les fichiers compilés, ils sont tout à fait lisibles. Donc vous pouvez repasser sur du JavaScript de base. Donc ça, c'est un gros avantage, et il y a vraiment une volonté de rester au plus proche possible de la norme, de façon à ce que ça continue d'être le cas. La facilité d'apprentissage. Vous connaissez JavaScript, vous savez écrire 2 points, le nom d'un type, vous connaissez TypeScript. Le passage est complètement transparent. La compatibilité avec ECMASys, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écrit une application en JavaScript, on a envie d'utiliser des choses un peu plus modernes que ce qui existe dans IE, entre autres, même si ça s'est bien amélioré. Et beaucoup vont passer sur Babel.js. Les fonctionnalités de Babel.js, en fait, on en retrouve 90% dans TypeScript. Mais vous avez les types en plus. Pour le refactoring, évidemment, puisque on a le système de type, vous changez quelque chose, vous rajoutez un attribut, vous enlevez un attribut ou vous factorisez, tout simplement, le compilateur va râler si vous l'avez pas fait correctement. Donc ça, c'est un avantage énorme dès qu'on a un gros projet en JavaScript. C'est d'autant plus un avantage que les IDE maintenant ne sont plus paumés. Vous avez enfin la complétion sur du JavaScript et une bonne complétion. Donc quand je parle d'IDE, maintenant j'ai pas testé sur Eclipse, sur IntelliJ et les dérivés, donc WebStorm, PHPStorm, ça marche très bien. Et évidemment, TypeScript étant une technologie Microsoft, ça marche aussi extrêmement bien sur Visual Studio. Donc moi je ne peux que vous encourager à aller dessus. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très facile d'accès pour peu qu'on fasse du JavaScript et ça marche bien avec la majorité des frameworks. Je vous ai parlé d'Angular puisque c'est le plus connu. Faut savoir que ça marche aussi très bien avec Backbone et Ember. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Bonjour, je voulais savoir en fait les interfaces, est-ce qu'on peut aussi les mettre en type générique ou pas? Oui, c'est-à-dire interface de T par exemple. Ouais, c'est plutôt qu'en fait, la question m'est venue quand tu as parlé des types d'union, en fait, tu avais le canard et l'ornithorynque qui avaient tous les deux de Quaker, a priori. Est-ce qu'on peut mettre Quaker à la place ou est-ce qu'on est utilisé les types d'union? On aurait pu le faire. En fait, j'ai un peu triché. On va revenir sur ce point. Alors, sur le type union, voilà. En fait, en réalité, ce qui se passe ici, c'est si on ne précisait aucun type, mes animaux seraient de type duck, si je ne me trompe pas. Alors, ça semble très bizarre, mais c'est parce que la façon dont j'ai défini Platypus, en fait, c'est comme un canard, ça a les mêmes attributs, mais ça a un truc en plus. Et je peux donc appeler toutes les méthodes du canard. Donc, techniquement, c'est une liste de canards. Du point de vue de JavaScript, en tout cas, mais ça, c'est des choses qui sont avancées. Il ne faut pas forcément trop se prendre la tête avec. Pour le coup, il vaut mieux typer explicitement. Au moins, on comprend ce qu'on manipule. Et on n'a pas de mauvaise surprise comme ça. Oui, par rapport à ES6, est-ce que TypeScript, leur objectif, c'est d'être limite 100% compatible avec ES6 et plus tard ES7, ou est-ce qu'ils vont juste piocher ce qui les intéresse, et dire notamment le spread opérateur des arrays on n'en veut pas, les machins on n'en veut pas, etc. Je dis ça par rapport à la petite phrase pression de Google pour avoir les modules. Ce qui me paraissait, pareil, ils ont leur système de modules, tant qu'à faire, autant prendre celui de ES6. Non mais voilà, alors en fait, c'est pression de Google pour avoir les modules plus rapidement. Les modules étaient prévus en TypeScript 2.
Justement, changement cassant, c'était un changement important. Là, il y a eu de la pression pour que ça soit rapide, pour que ça soit utilisable dans Angular 2. Oui, la volonté, c'est de rester, alors on va pas dire à 100% compatible avec ECMA 6. Il y a des petits points où ça ne marchera pas. En particulier, les classes ECMA 6, en fait, on peut pas déclarer d'attribut. Donc on est obligé de faire this.machin égal, et ça, en TypeScript, ça marche pas, parce que ça veut dire que l'attribut n'existe pas. Donc, faut forcer la création d'attributs. Mais sinon, le but, c'est de rester vraiment le plus compatible possible, on va dire, sans casser le système de type. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est, tu parlais des types de modules internes et externes avec l'intégration de Require. Est-ce que tu préconises quelque chose déjà? La réponse, c'est je préconiserais la même chose que tu utilises déjà sur ton projet. Par exemple, j'ai découvert récemment Browserify et j'en suis fan, donc j'aurais tendance à préconiser la compilation vers CommonJS et cette utilisation-là. Mais si quelqu'un qui ferait c'est fini. Quelqu'un qui ferait déjà du Require.js, en fait, peut très bien compiler en AMD. C'est une question de préférence. Ok, merci.